Bonsoir à vous tous et merci de votre présence au MAGE. Nous sommes en effet très heureux d'accueillir Anne Berest et François Noudelman à l'occasion de la parution de leurs deux romans qui, vous allez le voir, ont beaucoup de points communs puisque vous avez tous les deux mené une enquête familiale sur les traces de vos disparus à la croisée de l'histoire intime et de la grande histoire. Alors, un mot peut-être au préalable pour vous présenter. Anne Berest, La carte postale est votre 6e roman, je crois, après La fille de son père, Les patriarches, Sagan et Gabrielle, que vous aviez coécrit avec votre sœur, Claire Berest. Gabrielle qui racontait l'histoire de votre arrière-grand-mère, épouse du peintre Francis Picabia, et personnage qu'on retrouve avec bonheur dans La carte postale. Vous avez aussi écrit du théâtre, et puis pour la télévision, la série Mytho. François Noudelman, vous êtes philosophe, vous êtes spécialiste de l'œuvre de Sartre. Vous êtes également l'auteur d'une biographie d'Édouard Glissant, que vous avez bien connu et voilà, qu'on voit passer aussi dans Ces enfants de Cadillac, même si ce n'est pas le sujet principal. Vous avez animé des émissions de philosophie sur France Culture et vous dirigez maintenant la Maison française au sein de l'Université de New York. Alors, Les enfants de Cadillac est votre premier roman, première fiction. Livre dans lequel vous suivez les traces de votre grand-père, Chaim Noudelman, juif russe, ancien combattant de la guerre de 14-18, devenu fou après avoir été blessé par une bombe chimique. Il a été exposé au gaz moutarde et il a été ensuite interné dans plusieurs hôpitaux psychiatriques, dont celui de Cadillac, dans la région bordelaise, où il est mort en 1941. Vous racontez ensuite l'épopée de votre père, Albert Noudelman, fait prisonnier en 1940 et dénoncé comme juif. Et puis enfin, dans la troisième partie, vous questionnez votre identité, ce qui vous relie au fond à ces deux figures, et vous questionnez ce que signifie pour vous être français, mais aussi peut-être être juif. Un mot aussi pour résumer, puis après je vous laisse la parole. La carte postale, Anne Berest. Le point de départ est donc cette carte postale qu'on voit sur l'écran. Une carte postale reçue au domicile de vos parents en 2003. Vous aviez alors 24 ans, je crois. Et sur laquelle sont écrits 4 prénoms, Ephraim, Emma, Noémie, Jacques, qui étaient respectivement les grands-parents, oncles et tantes de votre mère, morts tous les 4 en déportation. Et pendant 10 ans, vous oubliez l'existence de cette carte postale jusqu'à ce que cette histoire vous rattrape. Alors justement, ce sera ma première question. Comment l'un et l'autre avez-vous été rattrapés par cette histoire et comment avez-vous eu envie de l'écrire ? Anne Berest, peut-être à vous. Oui, le micro marche. J'ai noté en lisant votre livre, que j'ai beaucoup aimé, qu'il y a chez tous les deux un élément déclencheur. Vous, lors d'une manifestation où on vous entendait crier à mort les Juifs. Et moi, l'élément déclencheur, c'est un jour, ma fille qui est en CP à l'époque, elle a 6 ans, et tous les mercredis, elle déjeune avec ma mère. Et elle demande à ma mère, est-ce que tu es juive ? Ma mère lui dit oui. Ah, alors est-ce que maman est juive ? Ma mère lui dit oui. Ah bon, alors est-ce que ça veut dire que moi je suis juive ? Ma mère lui dit oui. Et là, elle voit que ma fille change de visage. Et ma mère lui demande pourquoi. Et ma fille lui dit parce qu'on n'aime pas trop les juifs à l'école. Et nous sommes dans le 6e arrondissement, dans une école publique, où a priori les questions d'antisémitisme ne sont pas présentes. En tout cas, voilà, c'est un peu une aberration. Et puis, j'ai une réaction, qu'en psychanalyse, on appelle un refus d'obstacle. C'est que je suis incapable de demander à ma fille ce qui s'est passé à l'école. Incapable. Et ma mère me dit, mais tu dois lui demander. Qui ? Pourquoi ? Il faut en parler au directeur. Et je ne peux pas. Et je vais comprendre, en faisant l'enquête, que je ne peux pas, parce qu'à l'âge de ma fille, il y a eu sur notre maison une croix gammée. Et puis la semaine d'après, il y a eu une croix du GUD, au cas où on n'ait pas bien compris le message. Et je me rends compte que sur plein de générations, au même âge,
nous sommes désignés par l'extérieur comme juifs. Et donc, ce traumatisme ancien de mon enfance, de celle de ma mère, fait qu'au lieu de demander à ma fille ce qui s'est passé, je repense à cette carte postale. Et je deviens obsédée par cette carte postale. J'appelle ma mère, je lui demande « Est-ce que tu l'as toujours ? Je veux la voir. » Et commence cette enquête pour savoir qui nous a envoyé cette missive qui vient presque de l'au-delà. François Noudelman, le point de départ. Alors, vous racontez au début du livre que vous vous promenez à l'hôpital Sainte-Anne, vous êtes invité à donner une conférence, et là, il se passe quelque chose. Oui. Si je peux me permettre donc de faire des ponts, on va en faire beaucoup ce soir. Je crois quand même que l'élément paradoxal qui déclenche, c'est le silence. C'est-à-dire qu'au fond, notre histoire, c'est un trou. Au fond, enfin, particulièrement pour, je vois mes grands-pères et pères, ils n'ont pas voulu du tout transmettre quoi que ce soit. Donc, au fond, on ne sait rien. L'essentiel, c'est, enfin, pour ma famille en tout cas, c'est l'assimilation. Il faut regarder droit devant, pas derrière. Donc, on n'en parle pas. Et surtout, en ce qui concerne mon grand-père, étant donné qu'il a passé 22 ans dans un hôpital, enfin, dans des asiles, on en parle encore moins. Surtout qu'il a été abandonné. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est de regarder vers l'avenir. N'oublions pas que le XXe siècle, c'est vraiment un siècle du futurisme. Maintenant, on en est revenu. Mais au fond, c'est ça, le paradoxe. Et moi, je suis pris comme ça, en fait, par une espèce d'interpellation. C'est pas une carte postale, mais c'est quand même une interpellation. C'est que je vais à Sainte-Anne. Et j'ai toujours voulu éviter Sainte-Anne. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est aussi parce qu'on disait bon, tu vois, si t'es pas gentil, on va t'amener à Charenton ou à Sainte-Anne. Bon. Et j'ai appris qu'en fait, pour les Bordelais, c'est peut-être que vous l'avez vécu, je sais pas, on dit on va t'amener à Cadillac, qui est la ville de Gironde où il y a cet hôpital. Et donc, je me dis, au fond, quand j'y vais, je suis invité, je fais une petite conférence et tout, et je me dis, mais au fond, mon grand-père, ce nom qu'on prononce, on dit, ah oui, alors, Noudelman, machin. Et je me dis, au fond, ce nom, il a résonné dans ces murs, et c'était celui de mon grand-père. Et là, tout d'un coup, alors que vraiment je me fichais complètement, j'ai même écrit un bouquin qui s'appelle Pour en finir avec la généalogie, donc je me fichais de ma généalogie, et puis je me dis, tiens, est-ce qu'il y a des archives ? Elle me dit, non, il n'y a pas d'archives. Bon, c'est tout un problème d'ailleurs, parce que moi j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver les archives. Mais bref, et puis malgré tout, c'était là, c'est resté là. Et je dirais aussi que le fait d'avoir quitté la France m'a amené à m'intéresser à ça, c'est-à-dire au fond, je me suis retrouvé français à l'étranger. Et je me suis dit, au fond, voilà, mon grand-père, lui, c'est un étranger qui est arrivé en France. Effectivement, il était brocanteur, avec sa carriole, il a fui les pogroms de Lituanie. Et puis, il est venu en France parce que c'était le pays de Dreyfus. Voilà. On avait défendu un juif. Et voilà, il arrive, c'est un étranger en France et qui veut absolument s'assimiler. Et donc, je me suis dit, tiens, bon, je réfléchissais au fond à est-ce que j'ai trahi quelque chose de son désir de France ? Il était fou de la France, il est devenu fou pour la France. Et mon père aussi, qui était vraiment... Il ne fallait pas lui dire qu'il était fou pas pour français. La France, parce qu'il a fait la guerre pour avoir la nationalité française. Voilà, c'est ça, qu'il a obtenu tardivement, alors qu'il était à l'asile en 1927. Et donc, je me suis dit, voilà, est-ce que, au bout du compte, j'ai trahi cet amour de la France, ou au contraire, est-ce que je l'ai prolongé ? Je veux dire, s'il avait été cultivé, ou s'il avait de l'argent, etc., est-ce que peut-être qu'il aurait fait comme 1 million de juifs russes, il aurait continué jusqu'à Brooklyn, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que finalement, je me suis mis à travailler du chapeau un petit peu, et du coup à enquêter sur un trou de mémoire, quoi. Mais je pense qu'aussi que pour vous, cette carte postale, elle est venue pour vous interroger sur quelque chose qui était non dit, quoi. Oui, parce que quand on l'a reçue, cette carte postale, donc ma mère l'a reçue un mois de janvier, au milieu des cartes de vœux. Cette carte postale anonyme, pas signée. Et quand on l'a reçue, moi, je me suis rendu compte que ces prénoms, je ne savais rien sur eux. Je ne savais pas qui ils étaient. Et grâce à ma mère, qui est un des personnages principaux du livre, qui a
qui est une femme incroyable. Ma mère, elle-même, quand j'étais petite, j'avais dû rentrer de l'école en faisant... Le professeur nous avait dit « Faites un arbre généalogique ». Alors je suis très émue parce qu'il y a dans la classe une de mes amies de collège. Et donc, si je lui dis que c'était Madame Le Chat, elle va s'en souvenir. Et donc, je ne la nomme pas dans le livre. Mais donc, Madame Le Chat nous demande de faire un arbre généalogique. Et donc, je rentre et ma mère se rend compte qu'il y a plein de noms qu'elle ne peut pas remplir. Et que la seule chose qu'elle peut mettre, c'est mort à Auschwitz. Et donc, c'est ça qui a été chez elle le déclencheur de commencer les recherches. Parce que même quand elle avait des photos, elle ne savait pas, sur une photo de 10 personnes, elle ne pouvait pas dire qui était son oncle et qui était son grand-père. Et elle m'a dit, j'en ai ressenti de la honte. Et donc, elle a fait ce travail pendant 20 ans, où elle est allée dans les archives en France, en Europe, elle est allée à Yad Vashem. Et moi, c'est grâce à ce travail extraordinaire qu'a fait ma mère que j'ai pu ensuite écrire le roman de sa famille, de notre famille. Et en même temps, on parlait du silence. Elle a fait ses recherches, mais il y a des butées, enfin, il y a certaines choses, certaines questions auxquelles elle ne veut pas répondre. Elle ne veut pas répondre. En fait, elle est tout à fait d'accord pour aller jusqu'à sa mère et jusqu'à ses parents, mais quand il s'agit de ses parents, elle s'est arrêtée. D'une certaine manière, on ne rentre pas dans la chambre à coucher de ses parents. Et donc, dans le livre, il y a un basculement. Tout le début du livre, elle est la sachante et je suis l'ignorante. C'est elle qui me raconte. Et puis à un moment donné, elle ne sait pas, elle ne veut pas me dire, elle n'est pas allée faire les recherches, donc je suis allée les faire. Et je lui raconte. Alors elle n'est pas très contente. Et je lui dis, tu n'es pas contente, mais toi-même, tu reprochais à ta mère de ne pas être contente et de ne pas pouvoir parler. Donc tu ne peux pas reproduire avec moi ce que tu as fait avec ta mère. Et puis je lui disais, je suis désolée, je suis ta fille, tu es chercheuse, bah, tu m'as appris à chercher. Alors maintenant, je sais chercher et donc je sais trouver. Et donc il y a cette dernière partie du livre qui se passe en 1942, pendant la Résistance, et qui raconte l'histoire un peu terrible et particulière de ses parents, avec, et c'est encore un point commun dans nos deux livres, un suicide. Oui. Alors on va revenir en effet sur cette question du suicide, mais pour tirer ce fil du silence, François Nudelman, le silence de votre père, au fond, est double, puisqu'il y a le silence sur son propre père, sur Raïm, qu'il n'a presque pas connu, puisqu'il était à l'asile, et puis le silence sur ce qui lui est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est incroyable parce que, au fond, moi, c'est mon père qui m'a élevé et jamais il ne parlait de son passé, mais même à qui que ce soit. Mais je pense que personne n'aurait imaginé qu'il avait vécu ce qu'il a vécu. Or, bon, voilà, c'est quand même, il a vécu des choses mais absolument incroyables. Et donc un jour, effectivement, j'étais déjà parti. Et donc un jour, je lui ai demandé de me raconter sa guerre, quoi. Et il l'a fait. Donc j'ai fait un enregistrement. C'était pas destiné à la publication. D'ailleurs, je l'ai vraiment enfoui, cet enregistrement. C'était 10 heures où il m'a raconté, sa guerre, quoi. Voilà. Et donc récemment, je suis revenu à cet enregistrement, à sa voix. Donc pour moi, c'était pas évident. C'est toujours pas évident de savoir comment dire, comment reproduire. Je ne pouvais pas simplement transcrire. Bon, déjà parce qu'il avait son langage qui n'est pas forcément le mien. Donc il fallait je ne sais pas comment dire, transcrire, traduire. Mais il fallait aussi, je ne pouvais pas simplement dire voilà ce qu'il m'a raconté. Je l'ai un peu ventriloqué, je me suis adressé à lui. C'est pour ça que quand je parle de mon grand-père, je dis « il » parce que c'est le résultat d'une enquête sur ce qui s'est passé à l'asile, sur le silence de ces personnes qui sont mortes de faim pendant la guerre, parce qu'on a sacrifié les fous. Il est mort en 1941. Mais ensuite, donc, je m'adresse à mon père, donc, par le tu. Je le ventriloque aussi d'une certaine manière, tout en continuant le dialogue. Et dans la dernière partie, je peux alors dire un « je », qui est ce qu'il est. Bon. Voilà. Et donc, sur effectivement cette question du silence de mon père,
voilà, il m'a raconté ça une fois et c'est terminé, quoi. C'est-à-dire qu'il j'en ai plus jamais parlé, quoi. C'est une espèce de confidence, confidence faite à son fils. Et où là, j'ai découvert l'ampleur de ce qu'il avait vécu. Effectivement, voilà, ce titi parisien, ouvrier à 13 ans, complètement assimilé, et qui se fait rattraper au moment du Blitzkrieg par la judéité. Ça lui tombe dessus, quoi, parce qu'on demande aux prisonniers français de dénoncer les Juifs. Et puis voilà, il est dénoncé. Et tout d'un coup, ça y est, il est mis à l'écart. Et c'est tout d'un coup, c'est 5 ans d'une vie folle avec il échappe aux exécutions, il s'évade. C'est une histoire romanesque pour le coup. Et donc je suis cette aventure, hein, qui va l'amener à quelquefois des situations invraisemblables, une relation avec une petite chef nazie, enfin, des histoires qu'on aurait peine à croire, vraiment, hein, je n'aurais pas pu l'inventer. Et puis jusqu'à, c'est quelque chose, un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est le retour qui devrait être un retour heureux, en fait, les retours de quelqu'un qui va être déprimé pour très longtemps. Mais ça, je le découvrirai longtemps après, parce que il donnait le change. C'était quelqu'un qui aimait rire, raconter des blagues, etc. Mais il y avait une profonde mélancolie qui lui était restée depuis longtemps. Voilà. Et si je peux me permettre une question pour Anne, qu'au fond, ce qui me passionne quand même, et je pense que ce qui est commun dans ces deux livres, c'est la question de l'adresse. Parce que bon, vous prenez un titre romanesque, et pour moi la carte postale, c'est le bouquin de Derrida qui écrit sur la question de l'adresse. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire que recevoir quelque chose, d'être appelé? Qu'est-ce que ça veut dire être appelé? Parce que c'est une question morale aussi, hein. Bon, c'est pas simplement être appelé au téléphone, mais c'est tout d'un coup devoir répondre à un appel. Et comment répondre à cet appel, quoi. Et j'ai l'impression que c'est quand même en deçà de la fiction, d'histoire romanesque, c'est une question éthique, esthétique aussi, de savoir comment on répond à cette adresse. Il y a quelque chose qui nous est adressé, quoi. À un moment donné, vous dites dans votre livre, ça m'a frappé, je pensais que je cherchais Raïm, mais en fait c'est Raïm qui me... Ah oui, ça je précise parce que c'est quelque chose d'assez presque un peu comique. Moi, j'ai fait des recherches sur le cimetière de Cadillac, et puis donc je trouve effectivement des enfants de Cadillac, c'est-à-dire des gens qui, comme moi, voilà, cherchent parce qu'ils sont intéressés dans une fosse commune, et ils cherchent. Et à un moment donné, je tombe sur une médium dont le grand-père était sculpteur et tenait un petit journal, et elle me dit qu'elle voit régulièrement dans ses rêves son grand-père. Alors je lui dis, est-ce que vous avez vu le mien? Alors elle me dit, je crois, et elle commence à me le décrire. Et elle me le décrit, et ça correspond un peu. Il dit, oui, il est tout petit, il est mélancolique. Et je dis, oui, c'est ça, c'est lui. Et puis après, elle me dit, il vous ressemble. Alors j'avais vu une photo, je dis, non, ça, j'ai pas l'impression. Et puis elle commence à me raconter. Et donc, coup de téléphone interminable, ça y est, et elle a fini par me dire, vous savez, j'ai une révélation à vous faire, en fait. Vous croyez que vous cherchez Raïm, mais non, c'est lui qui vous cherche. Voilà. Ça, c'est un passage qui m'a beaucoup marqué, et c'est une forme de réponse à la question que vous me posez. L'adresse, pendant, longtemps, donc cette enquête, elle a duré 3 ans. Donc pendant 3 ans, je cherchais qui m'avait envoyé cette carte postale. Au fond, qui m'appelait. Quand on est un auteur de romans policiers, on sait la fin. On connaît la résolution finale. Moi, pendant 3 ans, je ne savais pas qui j'allais trouver au bout du chemin. Et j'ai sans cesse oscillé. Quand je regardais cette carte postale, je me demandais, est-ce que c'est un message antisémite avec cette liste, une façon de dire, vous êtes les prochains sur la liste. Et puis il y avait, de l'autre côté de la carte postale, il y a l'Opéra Garnier. Et on sait que l'Opéra Garnier, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était le haut lieu où les Allemands venaient écouter, mélomanes, venaient écouter de la musique allemande. Et donc je ne savais pas si c'était un objet monstrueux ou si au contraire c'était un memento mori, une sculpture, une sépulture, une façon de me dire, n'oublie pas tes morts. Ne les oublie pas. Et donc tout le chemin du livre, toute cette enquête,
elle est sans cesse entre ces deux appels, ces deux adresses. Et je ne vais pas raconter la dernière page, mais la vie est pleine de surprises. J'ai eu beaucoup de surprises en faisant cette enquête. Je ne savais pas que j'allais trouver quelqu'un au bout du chemin et je ne savais pas qui j'ai été. Voilà, la vie m'a fait ce cadeau, la personne. Il faut peut-être dire un mot du nom du destinataire de cette carte postale, puisqu'en effet, elle arrive dans la boîte aux lettres de vos parents, mais elle est adressée à M. Bouvris, et Bouvris est le nom du deuxième mari de votre grand-mère. Oui, en fait, quand on regardait cette carte postale, rien n'allait. D'abord, le timbre était à l'envers. Et j'ai découvert pendant mon enquête, parce que je suis allée chez Duluc Détective. Bah oui, j'avais une enquête à faire. La première chose que j'ai faite, c'est de rencontrer un professionnel. Donc je vais chez Duluc Détective pour qu'il me donne des tuyaux de détective. Et donc, rien n'allait sur cette carte. Donc, le timbre était à l'envers et le détective m'a expliqué que pendant la guerre, ça avait une signification. Et qu'au fond de tout temps, la position des timbres avait une signification. Pendant la guerre, quand on mettait le timbre à l'envers, ça voulait dire « ne crois pas ce qu'il y a dans la lettre ». Donc si vous écriviez « tout va très bien chez nous », vous mettiez le timbre à l'envers, ça voulait dire « ça va très mal ». J'ai découvert aussi que les aristocrates mettaient le timbre à l'envers pour dire « mort à la République ». Mais ça, c'est encore un autre sujet. Il y avait une chose étrange aussi, c'est que la carte postale, elle datait des années 90. C'est-à-dire que quelqu'un l'avait écrite dans les années 90 pour nous l'envoyer 10 ans plus tard. C'était un long temps de réflexion pour envoyer une carte postale, 10 ans. Et puis, il y avait cette chose étrange qui était ce M. Bouvris, qui est donc le nom après le suicide de mon grand-père, ma grand-mère s'est remariée avec un monsieur Bouvris. Et donc, c'était adressé chez ma mère, mais avec le nom du deuxième mari. Tout ça était vraiment un méli-mélo inextricable. Et donc, que je raconte dans le livre comment petit à petit, je prends chaque indice avec ma mère. On est comme deux détectives privés d'une série où on est très naïve, où on va sonner chez les voisins dans le village où notre famille a été arrêtée. Enfin, on fait des choses de personnages de fiction. Et voilà, il m'a fallu 3 ans pour essayer de prendre tous ces indices, toutes ces énigmes les unes après les autres. Évidemment, ça avait été envoyé de la poste du Louvre, sinon ça serait trop facile. Et voilà, de les résoudre petit à petit dans cette enquête un peu rocambolesque. François Noudelman, dans votre livre, il y a évidemment beaucoup d'interrogations. D'ailleurs, vous utilisez beaucoup la forme interrogative. Et au fond, vous êtes confronté dans les deux cas à l'absence de corps pour ce qui est de votre grand-père et de votre père, puisque à un moment vous dispersez les cendres de votre père. Ce sont des morts sans corps. Oui. Alors, j'ai 2 questions et je prends la première. Parce que voilà, effectivement, quelque chose nous est adressé. Alors, comment on répond à l'appel, quoi ? Est-ce qu'on répond en se mettant à la place ? Est-ce qu'on répond en s'adressant à la personne ? Est-ce qu'on répond en trouvant finalement quelque chose de biais parce qu'on ne peut pas atteindre directement ce réel, quoi. Il est inaccessible. Hein. Alors, pour parler de choses ordinaires qui sont malheureusement celles de la folie ordinaire, moi j'ai eu du mal à accéder à ces archives. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai des comptes rendus médicaux qui disent effectivement voilà, il a tenté de se trancher la gorge, ou bien il a fait ceci, il a fait cela, voilà, il est dangereux, voilà. Ou voilà, il voulait plus manger, ou bien il a un peu bu, etc. Mais au fond, je peux avoir le choix entre des tas de scénarios, parce qu'après tout, 22 ans en asile, il a pu aussi avoir des amitiés, peut-être des amours. À Cadillac, il y a une espèce de prison pour les jeunes filles récalcitrantes. Bon. Il les croisait à Cadillac. Donc, je ne veux pas, voilà, tout d'un coup, me mettre à sa place et de dire, voilà, je fais des hypothèses. À un moment donné, il est à Sainte-Anne. Au moment où Lacan arrive, comme stagiaire,
je me dis, bon, si ça se trouve, il a rencontré Lacan. Alors j'imagine, mais je dis c'est une proposition. C'est possible, ça a pu se passer comme ça. Donc pour moi, au fond, voilà, je tâtonne et je ne veux pas imposer un scénario, quoi. Voilà. Alors, sur la deuxième question, c'est la question du corps. Mais au fond, elle est liée, quoi. C'est-à-dire qu'à partir de ce rien, de ce vide, qu'est-ce que ça veut dire imaginer, quoi? Parce qu'au fond, je ne sais pas, j'aimerais d'ailleurs vous entendre là-dessus, quoi. Moi, je dirais, parce qu'on me demande des fois, mais alors, c'est roman, c'est pas roman, c'est votre histoire, alors c'est pas un roman, etc. Bon. Et je dis, au fond, je n'invente pas, mais j'imagine. J'imagine parce qu'on est dans le trou du silence. Hein. Donc, j'imagine des possibilités, des scènes, hein, mais je n'invente pas. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux imaginer à partir de cendres, de la poussière, quoi. En ce qui concerne mon grand-père, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des croix dans le cimetière, ce qu'on appelle les cimetières des oubliés. J'apprends ensuite que bon, là, il a été mis dans une fosse commune. Et tout d'un coup, j'entre dans une espèce d'imaginaire qui, je pense, peut être le sien, c'est-à-dire, voilà, cet homme, il a voulu s'ancrer dans la terre française. Hein. Donc, au fond, ces cendres ont alimenté quoi? Je ne sais pas, la terre girondine, quoi. Hein. Mais en tout cas, il n'y a pas de sépulture. C'est mort sans sépulture. Hein, bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le livre, c'est une sépulture? Est-ce que j'ai écrit un cadiche de papier? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. C'est le rôle de l'écriture qui est posé pour savoir qu'est-ce qu'elle fait jouer par rapport à la mémoire. Bon, en ce qui concerne mon père, évidemment, aussi, bon, voilà, ce sont des cendres, il y a, qui ont rejoint une rivière du Limousin. Donc, voilà, il y a tout un imaginaire de l'imprégnation de ces cendres dans la terre française. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je me dis, voilà, je construis une sépulture ou pas? Enfin, je me suis posé ces questions-là. Sur le rôle de l'écriture, de raconter cette histoire pour des gens qui, effectivement, il se trouve que bon, dans la famille, voilà, il n'y a pas de, ce sont des noms sans tombe, il n'y a pas de tombe, quoi. Voilà. Vous vous êtes posé ces questions-là aussi, Anne Berest? Tous les enfants et petits-enfants de survivants sont face à ce problème de l'absence de tombe. Ça, c'est commun à nous tous. Et il y a des lieux pour cela qui sont importants parce qu'un lieu comme ici, le musée, un lieu comme Yad Vashem, un lieu comme le mémorial, au fond, ce sont nos lieux de recueillement, on n'a rien d'autre. Moi, quand je vais voir le mur des noms où sont inscrits les noms de ma famille, je me recueille. Et donc ça, c'est une problématique très compliquée parce qu'il y a cette question de faire son deuil, qui est impossible si on ne peut pas se recueillir. François parlait du livre, le livre comme sépulture, comme tombe. Oui. Et d'ailleurs, moi, en faisant mon enquête, je me suis rendu compte d'une chose très particulière, c'est que Noémie, dont vous voyez le prénom là, Noémie avait 19 ans quand elle a été assassinée. Et moi, en faisant mon enquête, je me suis rendu compte qu'elle voulait être écrivain. Et donc, j'ai retrouvé son journal et j'ai retrouvé aussi le début de son roman. Et je me suis dit, en fait, Noémie, non seulement on lui a pris sa vie, mais on lui a pris les livres qu'elle aurait pu écrire et qu'elle n'a pas pu écrire. Et c'est vrai pour des centaines de livres qu'on a empêchés d'être écrits à travers l'Holocauste. Et donc, nos livres et cette urgence et ce besoin sans cesse de dire sont aussi, d'une certaine manière, l'ombre projetée des livres qui n'ont pas pu être écrits. François Nudelman parlait à l'instant des hypothèses, de l'imaginaire. À partir de quand, pour vous, l'imaginaire prend le relais? Parce qu'il y a vraiment des scènes où on vit avec vos personnages, on vit avec Ephraïm et Emma, on sait ce qu'ils mangent, on sait quel parfum ils respirent. Enfin,
C'est très, très sensoriel. Moi, je fais ce que j'appelle du roman vrai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le roman vrai? Tout ce que je raconte, les événements, sont vrais. Ils ont été là à telle date, ils ont habité dans tels endroits, ils avaient tel métier. François, à un moment donné, se rend compte que son grand-père a croisé Lacan. Moi, à un moment donné, en faisant mes recherches, je me rends compte que Noémie a été dans la même baraque à Pithiviers qu'Irène Nemirovsky. Tout ça, ce sont des événements vrais. Là-dessus, moi, mon métier de romancière, c'est de créer de la chair, du sang, mais du sang vivant qui bat dans les tempes et qui fait que ces personnages, on a envie de les aimer, de les connaître. Donc, pour qu'ils soient de la chair, il faut que je leur prête des pensées, des émotions, des dialogues. Alors là, moi, j'ai la sensation, quand j'écris, d'être dans une forme de transe où je communique avec eux. Et où c'est comme si j'avais en moi une voix qui me dit « Ah oui, là, tu as raison, là, tu as tort, là, c'est pas juste. » Et j'ai la sensation d'être, au fond, que c'est eux qui écrivent le livre à travers mon corps, que c'est eux qui me guident. Alors, j'ai peut-être l'air d'une folle en disant ça, mais en tout cas, c'est ce que moi, je vis lorsque j'écris. C'est ce que vous ressentez aussi en écrivant, François Nudelman? Pas vraiment, pas vraiment. Bon, moi, je suis pas romancier, hein, comme Anne, voilà. Donc, j'essaye de trouver le langage qui rendra compte de quelque chose qui, au fond, voilà, n'est pas transmissible. Je suis désolé, je suis un peu c'est un peu obscur, mais voilà, je me dis que il y a des choses qui ne peuvent pas se transmettre. Donc, comment on fait pour trouver le langage, pour approcher ce qui a été vécu et qui ne peut pas être réduit à un récit, même à ce qu'on imagine. Enfin, c'est ce que je me dis, moi. Hein, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce n'était pas évident pour moi de l'écrire, pour des tas de raisons aussi, pour des raisons psychiques, évidemment. Mais voilà, je ne peux pas dire que il parle à travers moi, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il parlait? Mon grand-père, qu'est-ce qu'il parlait? Quel français il parlait? De quoi il était nourri? De quels souvenirs? De ses souvenirs de Russie, de la traversée de l'Europe de l'Est, de la guerre de 14, des bombes, puis ensuite des asiles, des transferts, etc. Bon. Donc, voilà, moi, j'essaye d'honorer ça, mais je ne peux pas dire voilà, que je les incarne. Voilà. Mais c'est parce que sans doute je n'ai pas la fibre assez romancière. Voilà. Un autre point commun entre vos livres, c'est la question du nom, des changements de nom. Votre père, François Nudelman, change de nom pour réussir à traverser la guerre, change de nom de famille, mais il change aussi de prénom. Donc Albert Nudelman devient Philippe Garnier. Et après la libération, il va garder au moins ce prénom de Philippe. Et dans votre cas, Anne Berest aussi, il y a des changements de nom, puisque votre arrière-grand-père, Ephraïm, à un moment, va s'appeler Eugène. Pardon, j'ai oublié son nom de famille. Mais Eugène Riboche. Eugène Riboche, voilà. Et ce qui complique considérablement votre enquête. Oui, parce que la complexité des noms, elle est bien plus ancienne. C'est-à-dire que quand ma mère décide de faire des recherches, elle trouve une correspondance de la famille russe. Et donc, elle fait tout traduire. Mais elle met 10 ans à comprendre, 10 ans, c'est long, hein, qu'en fait, il y a des prénoms différents, mais que tous ces prénoms différents, parfois, parlent de la même personne. Et que Boris et Boria, c'est pas un cousin et une cousine. Les deux sont Boris. Ou que Ephraïm et Fédia, voilà. Donc ça complique. Première complexité. Deuxième complexité, en effet, c'est le fait que les noms soient francisés. Et que Ephraïm Rabinovitch devient Eugène Riboche, etc. Et puis après, il y a cette question des prénoms, elle est passionnante, et Mendelssohn, d'ailleurs, en parle dans Les Disparus. Parce qu'il y a les noms de famille qui changent, et les prénoms. Et moi, je me suis beaucoup intéressée à la question de la psychogénéalogie et de la transmission.
Et puis tout d'un coup, je me rends compte que mes parents nous ont donné à ma sœur et moi les mêmes prénoms, les mêmes deuxièmes prénoms que ma grand-mère qui survit et que sa sœur qui meurt en camp. Et donc là, 2 générations plus tard, moi j'ai le prénom de celle qui survit et ma sœur a le prénom de celle qui meurt. Et donc dans le livre, je mets une correspondance où j'écris à ma sœur et je lui dis voilà, qu'est-ce que cela dit de nous ? Et ma sœur me répond, une lettre... parce que en fait, je voulais que ma sœur soit un personnage du livre. Mais comme elle est écrivain, au bout d'un moment, je me suis dit non, ce qui m'intéresse, c'est sa langue. C'est pour ça que j'ai voulu reproduire la correspondance entre nous. Et ma sœur a cette réponse très belle. Elle me dit voilà, c'est très intéressant tout ce que tu me dis sur nos prénoms, notre place, comment en nous nommant, on nous a donné une place. Mais en même temps, tout ça ne veut rien dire. Et nous sommes aussi qui nous sommes. Et nous sommes très différentes de ce passé qui a été derrière nous. Et j'aime cette lettre parce que ma sœur, qui est ma petite sœur, dans cette lettre, en fait, devient beaucoup plus sage et éclairée que moi, je trouve, à ce moment-là. Sur cette question du nom, François Nudelman ? Oui. Alors, effectivement, mon père, comme je dis de rappeler, a changé de nom. Je rappelle quand même ce nom, voilà, c'est le nom qui a été donné par un officier d'état civil à mon grand-père. D'ailleurs, dans les documents de mon grand-père, il s'appelle tantôt Nadelman, Nondelman, Noudelman. Il y a plein d'orthographes, tout simplement parce que bon, voilà, il devait parler yiddish, mais il ne savait pas écrire. Et donc, voilà, bref. Et donc, mon père, en fait, alors qu'il a été dénoncé, qu'il est donc dans un stalag, mais du côté des Juifs, sait que, parce qu'Auschwitz, c'est à 200 km, il comprend, il a l'intuition que, voilà, qu'il ne faut pas attendre. Et donc, il s'évade. Il s'évade tout seul. Il est sidéré aussi que les autres n'aient pas envie de s'évader, mais lui, il a toujours eu cette espèce d'énergie de la vie, de la survie. Et dans une forêt de Pologne, donc il part, il passe sa nuit à se cacher et il détruit tout, ses papiers. Et il décide de s'appeler, donc il s'appelle Albert Nudelman, et il décide de s'appeler Philippe Garnier. Garnier, pourquoi? Je ne sais pas, parce que c'est bizarre, parce qu'en fait, il se trouve que dans la famille, plusieurs ont pris le nom de Garnier. Je me suis dit, tiens, enfin, ma grand-mère, elle a pris le nom de Ginisti. Bon, ça faisait un peu italien, voilà, mais les autres, ils ont s'appelé Garnier. D'ailleurs, certains ont gardé le nom de Garnier, il s'appelle toujours Garnier aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je ne sais toujours pas pourquoi. Peut-être l'opéra, je ne sais pas. Bon, mais en tout cas, voilà. Et Philippe Garnier, et puis, quand il a été repris, voilà, il a dit, voilà, je m'appelle Philippe Garnier et je suis agriculteur, parce qu'il pensait qu'on ne pouvait pas faire moins juif comme métier. Et donc, Philippe Garnier, agriculteur. Et ça lui a permis d'être envoyé d'ailleurs dans des fermes de travail où voilà, on lui a demandé, on s'est rendu compte assez vite qu'il ne savait pas vraiment faucher les blés, mais voilà, et donc il efface tout. Et il réussit avec tous ses camarades jusqu'à la fin de la guerre à garder ce nom. Du coup, il ne peut plus communiquer avec ni sa femme, ni sa mère, ni sa famille, puisque voilà, il a pris un autre nom. Et tout le monde le croit mort. D'ailleurs, quand il va revenir ensuite à Paris, sa femme est persuadée il pensait qu'il était mort, donc elle est avec quelqu'un d'autre, etc. Et alors après, effectivement, lui, il reprend quand même son nom de famille, mais il garde Philippe. Il garde Philippe. Alors Philippe, pourquoi Philippe? Je sais pas. Philippe Pétain, peut-être. Ça fait. Bon, je ne sais pas pourquoi. Et Isabelle Philippe, mais alors, et là, il décide d'enlever un N. Pourquoi tant de N, effectivement? Donc, Nudelman, il met un N seulement, il enlève un N à la fin. Bon, et moi, ça m'amuse beaucoup parce que j'ai pas mal d'amis aussi je les vois avec des noms juifs et voilà, qui sont transformés. Mais alors, on garde ça. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui a fait une thèse sur les Juifs qui ont voulu changer de nom après la guerre. Il reste toujours quelque chose de manière très différente, mais linguistiquement, il reste toujours quelque chose du nom ancien, quoi. Et comment avez-vous récupéré le deuxième N, alors? C'est sur ma carte d'identité, donc voilà, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est maintenant aux États-Unis, on dit 2 N, mais c'est allemand, ça, parce qu'aux États-Unis, il n'y a qu'un N en anglais, voilà. Donc, c'est marrant, c'est
ces représentations, ces imaginaires du nom. Et je vois qu'il y en a, j'ai des amis qui font vraiment des fixations sur le fait que on a mis deux N, deux R. Non, surtout pas. Voilà, enfin, je citerai personne, mais vraiment j'ai l'exemple. Et je vois, c'est fou comme le nom, la symbolique du nom est investie par des représentations symboliques qui font que dans le psychisme, vraiment, on s'identifie, on greffe des affects, des appartenances complexes dans le bricolage de ces lettres, des lettres de son nom, quoi. Et puisqu'on parle de changement de nom, dans votre roman, vous racontez l'histoire de cet oncle acteur qui a joué avec Jean Noir. C'est le premier d'ailleurs qui est arrivé en France et qui a lui aussi changé de nom. Oui, Emmanuel Rabi, qui a joué dans tous les films de Renoir. Et ça m'a touchée parce que, je ne sais pas si vous savez, Renoir a eu des mots antisémites après la guerre. Hein. En 1947, aux États-Unis, lors d'une interview, il a dit des choses affreuses sur les Juifs. Et pourtant, et pourtant, pendant la guerre, c'est Renoir qui a écrit une lettre pour que l'oncle de ma mère soit naturalisé français, en disant qu'il avait travaillé dans tous ses films et que c'était quelqu'un de bien. Et c'est intéressant de voir que chaque personne a deux facettes. Voilà, Renoir est complexe. Une autre question est importante dans votre livre, François Nudelman, c'est au fond comment on reproduit des choses malgré soi. C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous rendez compte que le trajet que fait votre père quand il est fait prisonnier est exactement le trajet à l'envers qu'a fait Chaim, votre grand-père, quand il est arrivé en France. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est le déni. Voilà, c'est-à-dire qu'au fond, voilà, on oublie. Je redis, voilà, moi, dans ma famille, il y a vraiment un refus de penser les origines et un déni justement de transmission. Tout à l'heure, Anne parlait de psychogénéalogie. Alors là, vraiment, moi, c'est vraiment dans la famille, c'est l'inverse, vraiment. Non, on n'hérite de rien. Alors moi, je me suis intéressé à savoir ce que ça signifie d'hériter, du refus d'hériter. Et c'est ce que j'ai vécu, moi. J'ai hérité du refus d'hériter. Et de fait, voilà, c'est pour ça que je dis à la fin, moi, je suis plus sartrien, mais je l'ai été beaucoup. Et voilà, donc c'est l'idée que la liberté, c'est de se créer, de se projeter en avant, voilà, c'est se faire soi-même, au fond, hein, l'idéal de lens causa sui, on dit en philosophie, c'est se créer soi-même. Et bon, plus je vieillis, plus je deviens freudien, quoi. Parce que je me rends compte que voilà, ce qu'on croit relever de notre totale liberté, c'est ce qu'on ne connaît pas de soi-même. C'est-à-dire, au fond, on croit être libre quand on ne connaît pas les causes qui nous font agir. Bon, c'est pas pour autant que je veux dire qu'on est complètement déterminé. Mais voilà. Et mon père, effectivement, tout d'un coup, voilà, alors qu'il avait complètement délaissé, abandonné, voulait plus parler de son père, etc., refait un trajet à l'envers, puis refait ensuite, quand il revient de Pologne, à pied, en passant par l'Allemagne, par la Tchécoslovaquie, des histoires complètement folles. Il refait le trajet de son père. Hein. Ça, c'est frappant. Donc, voilà, il y a des choses qui reviennent à notre insu. Hein. Et voilà, alors ensuite, ça rend humble, évidemment, hein, de se rendre compte de ça. C'est un passage qui m'a passionnée dans votre livre parce que, justement, moi, j'ai été élevée par des parents qui refusaient d'hériter. J'ai été élevée par des parents qui ont fait mai 68, socialistes, laïcs, rien n'est inné, il n'y a que de l'acquis. Ce sont des chercheurs, des grands intellectuels. Et donc, toute ma vie, toute mon enfance, mon adolescence, j'ai biberonné à ça. Qu'on est comme une page blanche, on est à la naissance comme une page blanche et qu'il va falloir la vie et nous allons la remplir. Et puis, génération d'après, moi, je suis complètement au contraire dans la psychogénéalogie. J'ai lu tout Jodorowsky, je suis passionnée par la question des actes psychomagiques. J'ai fait une thérapie sur l'arbre généalogique pour savoir ce qui revient.
Je raconte dans le livre toutes les choses incroyables que je vois. J'habite dans la même rue que l'oncle de ma mère. Je vais dans le lycée où ma grand-mère a été. Je ne sais pas qu'elle a été dans ce lycée, etc., etc. C'est intéressant comme il y a un balancier comme ça d'une génération à l'autre. Et puis moi-même, quand j'ai été mère, et que je me suis rendu compte que l'enfant qui venait au monde n'était pas du tout à une page blanche, qu'il naissait déjà avec beaucoup de choses en lui. On ne sait pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est là. Et puis, j'ai rencontré des gens qui travaillaient sur l'arbre généalogique et qui disaient que sur 3 générations, on a des traumatismes qui sont en nous, presque inscrits dans les cellules, et qui font qu'on va être sensible à certaines choses. Donc, tout ça... toute cette croyance que j'ai, on peut évidemment ne pas y croire, mais en tout cas c'est la mienne et c'est celle que je raconte, ce chemin-là dans le livre, ce parcours-là qui me mène à me définir et à se demander que signifie devenir de cette famille. Vous le disiez tout à l'heure, Anne Berest, un autre point commun entre les livres, c'est cette question du suicide. Suicide de Vicente Picabia, donc votre grand-père maternel, et suicide de votre père, François Nudelman, un 16 juillet, le jour anniversaire de la rafle du Veldiv. Est-ce un hasard ou pas? On ne le saura jamais. Oui. Alors, en écrivant ce livre, je savais que j'allais devoir me confronter à ça, quoi. Pour moi, c'est pas évident d'en parler. Voilà. Je l'ai dit parce que c'est l'histoire de mon père, quoi. Mais au fond, moi, j'ai passé plusieurs décennies à refouler, à oublier totalement, à ne plus vouloir penser à mon père, aucune photo, etc. Je suis parti aux États-Unis. La première fois que je suis parti aux États-Unis, vraiment partir, c'est-à-dire passer vraiment 1 an, m'installer. C'était pour ça, c'était vraiment pour couper totalement, quoi. Voilà. Et donc là, voilà, j'ai fait un chemin, c'est un chemin psy classique, mais au fond, j'ai retrouvé mon père en faisant une enquête sur mon grand-père. Voilà. Et puis, là, il y a cette histoire, mais je l'évoque, j'espère pas de manière pathétique, mais comment dire, je crois qu'on ne sait jamais, au fond, les raisons d'un suicide. On ne le sait jamais. Même s'il y a un mot, en l'occurrence, il n'y en avait pas là, pour mon père, mais on ne sait jamais. Alors moi, je dis comme ça, voilà, c'était un 16 juillet. Bon, est-ce que ça a une signification? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je fais des hypothèses, mais je ne donne pas la vérité, je ne donne pas le sens, quoi. Mais en tout cas, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser que, comme des gens comme Bettelheim, etc., peut-être il y a quelque chose de l'ordre du survivant, parce qu'il n'était pas malade. Bon, voilà, donc, il y a peut-être quelque chose d'une mélancolie qui est restée, mais ce ne sont que des hypothèses. Oui, dans les familles qui ont été touchées par la Shoah, chez les survivants, il y a beaucoup de suicides. Moi, dans ma famille, les hommes se suicident. Mais c'est vrai qu'il y a la difficulté de survivre, la difficulté de vivre après la guerre. Ça, c'est vrai que c'est une chose qu'on retrouve beaucoup. Mais un mot peut-être de ce personnage ou de ce couple, en tout cas, j'étais très très touchée par la partie où vous racontez comment Myriam et Vicente se cachent, comment ils participent à des réseaux de résistance, comment auparavant Myriam est exfiltrée de Paris par Gabriel, personnage absolument formidable qu'on retrouve ici. Oui, dans le livre que j'avais écrit avec ma sœur, qui s'appelait Gabrielle, racontait l'histoire de mon arrière-grand-mère, d'une autre branche. On la retrouve ici. Mon prochain livre racontera aussi une histoire de ma famille. J'essaie de faire une sorte de fresque sur plusieurs ouvrages. Et dans mon enquête, à un moment donné, je me heurte. On a trouvé toutes les pistes ne marchent pas. Et donc, il va falloir que j'aille chercher ce qui s'est passé à une période très précise de la vie de ma grand-mère, quand elle part dans le sud de la France
cachée dans un coffre de voiture avec Jean Harpe, le sculpteur. Et pendant une période, elle est dans le cercle du réseau de René Char. Et donc, je raconte cette vie à 2 qui devient une vie à 3, avec un jeune homme qui ne veut pas faire le STO. Donc, il y a, comme pour beaucoup de gens, ce qui est troublant, c'est qu'on a retrouvé une lettre de ma grand-mère, un brouillon, où elle dit qu'au fond, cette très courte période, quand elle est sur le plateau du sud de la France, est une des périodes les plus heureuses de sa vie. Parce que c'est une période où elle ne sait pas que sa famille a été raflée, elle ne sait pas que sa famille, qu'elle ne va jamais les revoir, donc elle est dans l'espoir. Et c'est une période où le danger de la guerre provoque une urgence de vivre et un érotisme fou. Et où, en fait, les hommes, les femmes ont beaucoup fait l'amour, eu des expériences. Donc voilà, donc je raconte ça. Et puis, d'ailleurs, on a appelé en psychanalyse ce qu'on appelait le syndrome du survivant. C'est-à-dire qu'après la guerre, les gens qui ont été résistants et qui ont vécu une telle intensité, où tout était mêlé, Eros et Thanatos, pendant plusieurs mois. Ensuite, quand la guerre s'est terminée, ils ont parfois eu des très profondes mélancolies, comme si jamais plus de leur vie, alors que c'était la période la plus terrible, comme si jamais plus ils n'allaient se sentir aussi vivants qu'au moment où ils étaient traqués comme des proies. Et c'est ce qui s'est passé pour Vicente. Exactement. Même si, en effet, on ne peut jamais expliquer totalement un suicide. François Nudelman, on n'a pas encore vraiment abordé la troisième partie de ce livre, partie dans laquelle vous dites « je », et dans laquelle vous questionnez sur ce que c'est qu'être français et ce que c'est qu'être juif. Alors, vous le disiez, vous n'avez pas eu d'éducation religieuse, vous avez été élevé vraiment en dehors de tout ça, et à un moment, ça arrive, vous voyez passer une manifestation sous vos fenêtres. C'est pas tout à fait ça, en fait. Bon, ouais, moi, en fait, dans cette troisième partie, j'essaye de montrer ce que c'est qu'une éducation sociale et une éducation aussi un peu sentimentale. Voilà. Et donc, je raconte la vie avec mon père, parce que c'est mon père qui m'a élevé. Et donc, je fais sentir aussi ce que ça veut dire au fond, pas être complètement... comment dirais-je, de ne pas se sentir, au fond, voilà, de ne pas en être. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. Hein. Qu'est-ce que c'est que le sentiment de ne pas en être? Et moi, j'essaie de comprendre, au fond, pourquoi, même encore aujourd'hui, je sens toujours ce sentiment de ne pas en être, alors que j'ai des amis qui sont... Bon, quand ils sont dans leur fonction, dans leur fauteuil, dans leur, voilà, ils sont bien dans ce qu'ils sont, quoi. Ils font corps, voilà. Et moi, bon, j'ai toujours l'impression de flotter. Bon, ça n'intéresse personne, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui pour moi est l'objet d'une enquête, c'est d'où ça vient. Et je crois précisément que ça vient du fait de ne pas être français depuis longtemps. Hein. Moi, voilà, mon grand-père a eu la naturalisation en 1927. Et j'essaie de comprendre ce qui fait que dans la vie que j'ai passée avec mon père, dans le fait qu'on circulait comme ça, bon, dans des milieux qui ne sont pas des milieux très, très, très favorisés socialement, mais bon, qu'est-ce qui fait que moi j'ai pu accéder à certains milieux, voilà. Avec un plafond de verre aussi. Je me suis interrogé, par exemple, tiens, on allait dans telle ville. Comment ça se fait que, alors que mon père n'était pas du tout religieux, voilà, moi, sur la question de la judéité, moi, ma mère n'est pas juive, je n'ai pas du tout été élevé dans la religion. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une vie qui peut être identifiée à une vie errante, de judéité, etc. Bon. Et donc, je me dis, comment ça se fait, par exemple, mon père,
ses amis étaient toujours des juifs. Je me dis, tiens, on était à Lyon, voilà, qu'est-ce qu'on avait comme amis? Il y avait les Touboul, les Jacquin, etc. Enfin bref, je dis, comment ça se fait? Voilà. Et qu'on se retrouvait, mais je pense que on se retrouvait entre personnes qui n'en sont pas. Hein. Et donc, j'essaie de comprendre socialement et aussi voilà, sentimentalement qu'est-ce que c'est que cette expérience de ne pas en être et qui moi, me poursuit. Voilà. Et je pense que ça a quelque chose à voir effectivement avec la judéité. Alors après, on peut parler de l'antisémitisme. Effectivement, Anne en a parlé tout à l'heure, de l'expérience de ce que c'est que tout d'un coup se dire, bon, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas simplement bon, quelques gars d'extrême droite, quoi. Mais ça, c'est un sujet politique. Mais voilà, au fond, c'est ça. Ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre quelque chose de l'ordre de la judéité. Voilà, comment ça se transmet. Dans ce sentiment, Anne le dit, il y a quelques pages aussi où Anne donc parle d'elle-même et de son sentiment, voilà, et pas simplement de l'histoire de ses parents et ses grands-parents. Eh bien, voilà, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on se sent apparenté ou on sent des affinités avec un mode de vie ou un mode d'être qui est celui de ne jamais se sentir vraiment enraciné. Je raconte quand même que voilà, moi j'ai beau avoir passé des diplômes, etc. Bon, j'ai une agrégation de français, voilà, mais on est confronté quand même à des gens comme Renaud Camus qui nous disent comment vous pouvez parler de Racine ou de Descartes, voilà, alors que vous n'avez pas 5 ou 7 générations derrière vous, quoi. Hein, de français, quoi. Donc évidemment, là on est confronté à ce que c'est que voilà, être légitime. Hein. Et bien, ce sentiment d'illégitimité, voire d'imposture, hein, moi je l'ai, ce sentiment d'imposture, même quand j'enseigne, etc. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait vraiment pour être là? Bon, il n'y a pas que, je pense, la judéité qui introduit ça, qui induit ça. Il y a des tas de gens aussi qui socialement aussi auront toujours le sentiment de la posture parce qu'ils ont l'impression d'avoir trahi leur milieu. Hein. Mais voilà, j'essaie de comprendre dans mon itinéraire ce qui m'a amené à finalement ce sentiment de ne pas en être. Et un petit peu, alors là, un peu à la différence d'Anne, je dirais que moi, je ne crois pas, et c'est une affaire de croyance, hein, ce n'est pas une affaire d'affirmation de savoir. Hein. Moi, je ne crois pas complètement à ce type de transmission, à venir d'eux. Et je propose l'idée de tomber sur, parce que moi, au fond, si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est parce que je suis tombé sur. Hein. Je suis tombé sur des œuvres, je suis tombé sur des gens qui m'ont fait pas sortir d'eux, on a l'impression que c'est sortir du fond mais qui m'ont déplacé, Édouard Glissant, par exemple. Hein, oui, notamment Glissant, voilà, des parentés étonnantes, hein, qui fait que je me sens un peu martiniquais aussi à travers lui. Mais voilà, je suis tombé sur. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne vient pas d'eux. Et justement, tout le livre, pour moi, est une manière de dire que je viens aussi de ceux qui n'ont pas voulu me transmettre quoi que ce soit. Hein. Mais voilà, c'est des expériences différentes, voilà, tout simplement. Comment ça fait écho en vous, ce que dit François Nudelman? En fait, je pense que François, quand il parle de flottement ou de ne pas en être, il met des mots sur quelque chose qu'on ressent tous sur cette question du judaïsme. Mais voilà, c'est ça qui est beau chez les écrivains, c'est qu'ils mettent des mots sur ce qu'on ressent. Moi, j'avais, à la différence de François qui porte un nom juif, moi, c'est ma mère qui est juive, donc je porte un nom français. Et à un moment donné, je raconte une blague dans le livre qu'un de mes amis juifs me dit, mais tu sais que tu es un cauchemar d'antisémite? Alors je lui demande pourquoi. Il dit parce que toi qui as l'air si française, qui a l'allure de la France, même toi tu en es. Alors c'est vraiment horrible pour un antisémite. Ils sont vraiment partout. Et il éclate de rire. En fait, cette question de se demander qu'est-ce qu'être juif? Qu'est-ce qu'être juif quand on n'en a pas la religion? Seulement la culture. Qu'est-ce qu'être juif quand on n'en a ni la religion ni la culture, ou que la seule culture que l'on ait, c'est la culture d'être un enfant de survivant? Qu'est-ce qu'être juif
quand on n'a pas une mère juive mais qu'on a un nom juif? Qu'est-ce qu'être juif quand on a un nom français mais qu'on a une mère juive? Tout ça, pour moi, a un point commun, et c'est aussi une sorte de blague que je raconte dans le livre, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'être juif? Est-ce que ce n'est pas passer sa vie à se demander qu'est-ce qu'être juif? Donc, voilà, c'est peut-être commun à cette idée-là qui nous relie tous avec nos différences, c'est que ça nous fait nous poser des questions et surtout d'éviter de donner des réponses. Oui, puisque même si à la fin de votre livre, et je ne dirai pas qui c'est, mais on finit par connaître l'auteur de cette carte postale, ça ne répond évidemment pas à toutes les questions. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les deux et merci à vous tous pour votre écoute.